Les Vikings qui ont attaqué la Grande-Bretagne et la France étaient surtout norvégiens ou danois, tandis que ceux venus de Suède étaient attirés vers l'est, la mer Baltique et au-delà. Leur soif d'aventure était nourrie par le dirham, pièce d'argent de qualité qui circulait dans tout le califat abbasside au IXe siècle. Les marchés du califat regorgeaient par ceux de produits de luxe. Les Bulgares et Khazars nomades du nord de la mer Caspienne vendaient cire d'abeille, miel, fourrure et, tragiquement, des esclaves à des marchands arabes payant en dirhams d'argent. Ces pièces arrivèrent en Suède, éveillant la curiosité de chefs entreprenants. Sur l'île suédoise de Gotland, d'immenses trésors d'argent remplis de dirhams arabes confirmaient l'activité des Vikings suédois qui commerçaient et pillaient dans la Baltique et en Russie. Les chrétiens d'Angleterre et de France ont laissé des récits sur leurs combats contre les Vikings, tandis que les Vikings suédois du IXe siècle affrontaient principalement des peuples sans écriture. Nos connaissances viennent surtout de voyageurs arabes et de chroniqueurs byzantins, mais aucun n'a assez fréquenté les Vikings pour donner un récit cohérent de leur histoire. Tous deux étaient intrigués par les Scandinaves appelés les Russes et ont laissé derrière eux des aperçus fragmentaires de leurs coutumes et de leur commerce. La saga Ynglinga de Snorri Sturluson décrit une série de batailles mythiques entre les premiers chefs suédois, dans lesquelles les vaincus fuyaient souvent pour mener une vie de navigation. Ces rois de la mer errants partaient avec leur bande de guerriers vers l'Est mystérieux. Snorri décrit même l'ancienne patrie des Suédois comme se trouvant quelque part dans le Caucase. Une légende raconte qu'un roi de la mer, suédois nommé Svegdir, a bravé la Baltique dans une quête pour trouver la demeure des dieux et Odin lui-même. Son voyage dura 5 ans et le mena finalement au pays des Turcs et en Suède la Grande, où il rencontra de nombreux parents. Au début du IXe siècle, les dracars vikings à tête de dragon ont ouvert des routes commerciales depuis la Baltique jusqu'à la mer Noire et la mer Caspienne. Certains sont allés jusqu'à Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, et Bagdad, le centre du califat abbasside. La vaste et scintillante ville de Constantinople, en particulier, éblouissait les Vikings, qui l'appelaient Miklagård, la grande ville. Les Vikings opérant dans ce monde oriental ont acquis le nom de Russes. Les origines du terme sont mystérieuses, il viendrait du finlandais pour suédois ou du vieux norrois pour un équipage de rameurs. Il pourrait aussi venir d'un terme byzantin désignant les cheveux blonds des Scandinaves. La route commerciale des roues traversait le golfe de Finlande, suivait la Neva, longeait le sud du lac Ladoga et rejoignait la Volkhov. Les roues ont fondé des colonies permanentes le long de la rivière, Staraya, Ladoga et plus au sud Novgorod, qui signifie Nouvelle-Gorod. Elle a surgi au nord du lac Ilem. Ici, les archéologues ont découvert des colliers à pendentifs en forme de marteau prisés par les adeptes de Thor, des amulettes runiques et une petite figurine de Valkyrie sculptée. Le chroniqueur arabe Ibn Rusta a visité la ville et estimé sa population à plusieurs milliers d'habitants. Ils n'ont pas de champs, rapporte Ibn Rusta, mais vivent simplement de ce qu'ils obtiennent des terres des Slaves. Lorsqu'un fils naît, le père s'approche du nouveau-né, l'épée à la main, et la jette à terre. « Je ne te laisserai aucun bien, dit-il. Tu n'auras que ce que tu pourras obtenir avec cette arme. » Comme leurs cousins occidentaux, les Suédois étaient un conquérant et commerçant. Ils contrôlèrent les colonies slaves et finlandaises le long des voies fluviales et devinrent l'élite d'un réseau croissant de villes commerçantes. Depuis ces bases, les Vikings attaquaient d'autres tribus finlandaises et slaves, prélevant un tribut en fourrure et en esclaves que les Byzantins et les Arabes étaient toujours prêts à acheter. Le printemps était propice au commerce, mais à l'automne, les convois se dispersaient. Quand le sol gelait,
les bandes armées circulaient plus aisément sur la terre ferme. L'hiver marquait la saison des raids. Notre récit ancien le plus fascinant concernant les Russes provient de la cour de Louis, l'empereur pieux des Francs et fils de Charlemagne. En 839, une ambassade byzantine, envoyée par l'empereur d'Orient Théophile à Constantinople, arriva à la cour de Louis à Ingelheim. La mission de cette ambassade était de confirmer un traité d'alliance entre les empereurs d'Occident et d'Orient. Parmi les diplomates byzantins se trouvait un groupe de vikings russes qui demandèrent l'amitié de Louis. Ils avaient avec eux une lettre de Théophile lui-même, qui demandait à l'empereur franc d'accorder aux Russes un passage sûr à travers ses propres territoires. Alors qu'ils rentraient chez eux dans le nord, les Russes expliquèrent que grâce à ce détour, ils pouvaient éviter certaines tribus hostiles qu'ils avaient rencontrées lors de leur voyage depuis Constantinople. L'analyste Franck affirme que ces Russes venaient de Suède. Louis se méfiait d'eux. Les Francs étaient récemment devenus prudents envers les aventuriers nordiques. Les cousins danois des Russes avaient pillé le port franc de Dorestad. En réponse à l'empereur byzantin, Louis dit qu'il garderait les Russes à sa cour pour enquêter. S'il pouvait confirmer qu'ils ne représentaient aucun danger pour ces terres, il leur fournirait l'aide qu'ils désiraient, sinon il exigerait qu'ils retournent à Constantinople. Malheureusement, le récit s'arrête ici. Nous n'avons aucune idée de ce qu'il est advenu de ces mystérieux voyageurs à la cour de Louis le Pieux. Au IXe siècle, les avant-postes des Russes furent unifiés en un royaume. La chronique primaire russe raconte que les tribus slaves locales, lassées des guerres intestines sans fin, invitèrent les Russes à les gouverner selon leurs propres lois. John Hayward estime cela hautement improbable et pense qu'il s'agit sûrement d'une légende. Rioric, premier prince des Russes unis, mourut vers 879. Il fut succédé par Oleg le Sage, ainsi nommé parce qu'il posa les bases de l'administration de l'État. En 882, Oleg organisa une armée de vikings et de slaves, partit de Novgorod et captura Kiev. Il fit de Kiev sa capitale, créant ainsi la Rousse de Kiev. Oleg aurait mené une attaque ratée contre Constantinople en 907, bien que les Byzantins ne la mentionnent pas. À cette époque, les Byzantins donnèrent des privilèges commerciaux à la Russe. Ils étaient en si favorables qu'ils ont sûrement été obtenus sous menace militaire. Les marchands de la Russe étaient autorisés à recevoir de la nourriture, des ancres et des voiles pour leurs bateaux à Constantinople, et ils avaient un accès aux bains publics. En retour, la Russe versait une taxe par navire. Mais les Byzantins interdisaient à la Russe de vivre dans la ville, d'y porter des armes ou de s'y déplacer sans escorte impériale. En 911, la Russe conclut un traité avec les Byzantins dans lequel ils acceptaient de ne pas piller les navires byzantins et d'aider tout navire byzantin qu'ils trouveraient en danger. Le traité contient également des dispositions pour les membres de la Russe qui souhaitaient y rejoindre l'armée impériale, car l'empereur reconnaissait la valeur d'avoir des vikings dans ses rangs. Peu de temps après ce traité, Oleg mourut. La chronique primaire nous livre une légende fantaisiste sur sa mort qui contredit sa sagesse réputée. Un devin avertit le prince que son cheval préféré lui causerait la mort. Oleg refusa alors de monter ou de voir l'animal. 5 ans plus tard, le cheval mourut et Oleg se moqua du devin en le traitant d'imposteur. Imprudemment, le prince examina les os de l'animal et fut mordu par une vipère venimeuse cachée dans le crâne. Les historiens sont plus enclins à croire qu'il est mort lors d'un raid sur la mer Caspienne. Oleg fut remplacé par Igor, qui mena une attaque désastreuse contre Constantinople en 941. Sa flotte fut anéantie par le feu grégeois lancé depuis les galères byzantines, et Igor lui-même échappa de justesse à la mort par le feu. En 944, il tenta de nouveau, mais cette fois les Byzantins l'achetèrent, bien que selon des conditions bien moins favorables que l'accord commercial précédent.
Ce revers poussa Igor à durcir ses exigences envers les tribus slaves locales. En 945, il attaqua les Drevliens, qui ripostèrent et capturèrent le chef viking. Le chroniqueur byzantin Léon le Diacre raconte que les Drevliens se sont inclinés. 2 arbres attachés aux jambes d'Igor sont relâchés brusquement, le déchirant en 2. Le fils d'Igor étant bébé, sa veuve Olga prit en charge le domaine des Russes. Elle jura de se venger des Drevliens lorsqu'ils lui offrirent à main des présents de paix, comme des fourrures et du miel. Olga répondit en attaquant Iskorosten, aujourd'hui Karakrostan en Ukraine, et détruisit la ville. La légende raconte qu'Olga brûla ou enterra vivants des prisonniers drevliens. Quoi qu'il en soit, elle fut une souveraine redoutable et protégea l'État de Kiev jusqu'à l'accession de son fils en 963. Pour commercer avec les Arabes, les Vikings russes devaient en voyager loin de leur colonie jusqu'à Bolguer, située à environ 20 miles en aval de la confluence de la Volga et de la Kama. Les marchands arabes utilisaient la Volga ou la route de la soie jusqu'à Bolgar pour échanger des esclaves avec les Russes. Les fourrures, la cire d'abeille, le miel, l'ambre de la Baltique, les défenses de morse, les faucons et les précieuses épées franques. Les objets funéraires vikings confirment que ces épées franques, célèbres pour leur savoir-faire, étaient aussi prisées par les Scandinaves que par les Arabes. Des Arabes, les Russes obtenaient non seulement des pièces d'argent, mais aussi de la soie, des épices, des parfums et de magnifiques perles en céramique colorée qui ravissaient tous les femmes russes. Les Russes avaient un quartier à Bolgar, avec des habitations en bois et un sanctuaire dédié à leurs dieux, où se tenaient leurs rituels religieux. Comme le succès dans le commerce était considéré comme un don des dieux, si les affaires prospéraient, des moutons et du bétail étaient en sacrifiés en guise de remerciement. Ibn Fadlan, visiteur arabe à Bolgar, trouva les Russes fascinants et documenta abondamment ses impressions. Ibn Fadlan décrit souvent les Russes comme des païens barbares, mais laisse aussi percevoir une certaine admiration. Les écrits médiévaux sur l'étranger sont notoirement biaisés, et nous ne disposons d'aucun témoignage des Russes eux-mêmes pour comparer. Les impressions d'Ibn Fadlan. Il cherchait à présenter les Russes comme des païens exotiques, étranges et effrayants, et il façonnait ses récits pour à la fois titiller et repousser le lecteur. Il faut lire ses écrits avec prudence. Ibn Fadlan disait que les Russes se lavaient chaque jour, mais il était dégoûté qu'ils partagent la même eau. Il les décrit comme maltraitant leurs esclaves, alors que d'autres auteurs musulmans affirment le contraire. Il détaille longuement les pratiques sexuelles des Russes, insistant sur chaque aspect. Ibn Fadlan admire pleinement l'apparence des Russes. « Je n'ai jamais vu de corps plus parfait », écrivait-il. « Ils sont grands comme des palmiers, à la peau claire et au teint rosé. Ils portaient des manteaux et des pantalons amples et portaient en permanence une hache, une épée et un couteau. Les roues couvraient leur corps de tatouages, une pratique qu'ils avaient adoptée des peuples turcs nomades avec lesquels ils interagissaient dans la région. Ibn Fadlan exprime également son admiration pour la beauté des femmes roues qui se paraient de bijoux en argent et en or. Il a écrit que lorsqu'un viking avait 10 000 dirhams, il les fondait en collier pour sa femme. Les roues préféraient porter leur richesse, à la fois pour l'exhiber et pour la garder en sécurité. Ibn Fadlan décrit avec éloquence le roi impressionnant des Rousses, probablement Igor à cette époque. Assis sur un trône incrusté de bijoux, Igor était entouré de 40 magnifiques de concubines et pouvait en saisir une à tout moment pour satisfaire ses désirs. Là, en public, 400 guerriers le servèrent dans sa salle, tous loyaux envers leur roi. Jusqu'à la mort, chaque guerrier avait une esclave pour le laver et l'habiller et une autre pour partager sa couche. Le plus célèbre de tous est le récit supposé d'Ibn Fadlan, témoin oculaire d'un enterrement viking où l'esclave du chef défunt est débauché rituellement puis assassiné lors d'un sacrifice humain brutal. Les chercheurs débattent depuis longtemps de l'exactitude de cette description horrifique.
Le sacrifice humain et l'esclavage existaient chez les Vikings, comme dans une grande partie du monde prémoderne. Cependant, certains historiens estiment que des parties du récit reflètent des pratiques plus répandues chez les peuples turcophones des régions concernées. Les Rousses auraient-ils pu adopter certaines des coutumes des populations locales ? Certains chercheurs jugent le récit d'Ibn Fadlan cohérent avec les rites funéraires nordiques, tandis que d'autres pensent qu'il décrit des traditions propres aux Rousses. Nous ne serons jamais certains de toute la vérité. Les enterrements en bateau étaient certainement une caractéristique courante de la culture scandinave pré-chrétienne à la fin des funérailles, comme l'a décrit Ibn Fadlan. Le plus proche parent masculin du chef marche nu vers le navire, une torche enflammée à la main. Il met ensuite le feu au navire. D'autres s'avancent alors, chacun ajoutant du bois et des brandons enflammés. Bientôt le navire s'embrase. Le chef est envoyé dans l'au-delà. Ibn Fadlan rapporte qu'un des Russes lui a dit que les Arabes avaient tort de mettre leurs proches en terre où ils pouvaient être mangés par les vers. Nous les brûlons dans le feu en un instant, afin qu'ils entrent au paradis immédiatement et sans délai. Cette utilisation du mot paradis reflète la vision islamique d'Ibn Fadlan, différente des concepts des Russes sur l'au-delà. Les musulmans de l'époque, en particulier, associant les Russes à la vénération du feu. Ibn Saïd, voyageur du XIIIe siècle, explique pourquoi, selon lui, les peuples du Nord vénèrent le feu. « Rien ne leur semble plus important que le feu, écrit-il, car le froid dans leur terre est intense. »